n'existe pas en fait. Donc on l'observe, évidemment. Après, vous avez un certain nombre de travaux de recherche sur la question. Enfin, moi-même, je fais partie d'une équipe de recherche à l'AgroParisTech qui enquête sur, enfin en tout cas qui entreprend ces recherches-là, mais il n'y a pas de chiffres au niveau du ministère de l'Agriculture qui dirait il y a tant de pourcentage d'exploitations agricoles qui ont été rachetées, par exemple par AXA, vous savez que vous avez AXA millésime, par voilà, tel fonds d'investissement, etc. Ce que l'on sait, c'est que c'est un phénomène qui s'accélère énormément, et surtout on arrive à une forme de... Enfin, je veux dire, cette crise n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire qu'on est quelque part à un moment un peu charnière. C'est-à-dire que là, on a une taille d'exploitation agricole familiale moyenne qui fait que dans les années à venir, elles ne seront pour beaucoup pas transmissibles dans un cadre familial. Quand il faut mettre 2, 3, 4 millions d'euros, mais ça m'a coaligné pour en parler mieux que moi, puisqu'elle est travailleuse agricole par ailleurs, quand il faut mettre 2, 3, 4 millions d'euros sur la table pour reprendre une exploitation, vous voyez bien qu'en fait, les enfants, même les enfants ne peuvent pas reprendre, et hors cadre familial, c'est encore plus compliqué. Donc on arrive vraiment au bout du bout de ce modèle-là, sachant qu'il y a déjà des pays qui ont quasiment basculé. Je pense au Danemark et à d'autres, où aujourd'hui, la plupart des capitaux sont en fait hors de l'exploitation, enfin hors des travailleurs agricoles eux-mêmes. Donc je rappelle ça, c'est vraiment, on est en train de basculer en fait de ce qu'on appelle une agriculture familiale à une agriculture capitaliste, c'est-à-dire les moyens de production sont appropriés par, non pas des travailleurs agricoles, mais des propriétaires de capitaux. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, et est-ce que ça ne représente pas un danger pour la souveraineté alimentaire, en fait, de ce côté-là? Juste du coup, je vais compléter aussi sur des je vous chiffres. remercie. En fait, aujourd'hui, on dit qu'il y a 3 départs à la retraite, une installation. Donc, c'est-à-dire que sur 3 fermes, il y en a une qui va être prise et les 2 autres, elles vont partir à l'agrandissement. Ou alors, elles vont être laissées comme ça, mais en général, elles partent à l'agrandissement. Donc ça c'est vraiment un chiffre, je pense qu'il faut retenir. Et puis aussi sur le fait que dans 10 ans, c'est effectivement la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc ça veut dire que si on continue sur du 3 départs, une installation, bah c'est sûr qu'on va avoir des fermes, des très grandes fermes qui vont être difficilement reprenables. Après, ce qu'on voit, c'est que dans certains secteurs, selon comment les élus locaux ils se saisissent des questions agricoles, je pense notamment en Loire-Atlantique, où là il y a vraiment des élus qui se sont saisis de ce sujet-là, qui ont vu que les fermes, que les fermes partaient parfois à l'agrandissement. Eux sur leur territoire, c'est un pour un. Il y a un départ, une installation. Donc en fait, ça dépend aussi des politiques, de comment les politiques se saisissent du sujet. Et après, sur la souveraineté alimentaire, ben, en fait, de toute manière, si on n'arrive pas à travailler sérieusement sur l'installation et la transmission, ben, c'est sûr que dans les années 90, il y avait 1 million de fermes. Aujourd'hui, on est à 400 000. Donc en fait, il faut absolument qu'on puisse travailler là sur la transmission et l'installation. On dit qu'une transmission, ça se prépare 10 à 5 ans avant le départ à la retraite. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit peu et par exemple, les SAFER, ce qui gère un petit peu le foncier, n'ont pas de visibilité sur les fermes qui vont, sur les exploitants agricoles qui vont arrêter. Donc là aussi, il va falloir trouver des moyens d'anticiper les départs à la retraite pour pouvoir accompagner les jeunes à reprendre les fermes.